Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère également que toutes les parties qui vous ont été présentées au début de ce live vous ont plu, vous ont intéressé. J'espère également que toutes celles qui vont suivre vont être intéressantes également. Je me présente, je m'appelle Donovan, je suis un des coordinateurs du GT créé lors de la campagne pour les discriminations. Alors, durant cette heure, nous allons vous présenter ce que nous avons fait durant cette semaine. On va également vous poser des questions auxquelles vous pourrez répondre, donc par rapport aux discriminations. Dans un deuxième temps, on va vous présenter une petite série d'œuvres cinématographiques que nous avons trouvé intéressant de vous partager. Elles vont couvrir différentes discriminations. On a décidé de faire ça afin de toucher le plus de discriminations possible et ne pas se cantonner entre guillemets à celles qu'on a l'habitude d'entendre ou qui sont entre guillemets les plus populaires. Et pour finir, nous vous parlerons de grands événements qui ont eu lieu contre les discriminations à travers le monde durant cette décennie, donc de 2010 à 2020, afin de peut-être vous informer un peu plus sur le sujet ou de vous apprendre éventuellement de nouvelles choses. Du coup voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère aussi que vous serez nombreux à regarder tout ça, et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre présentation du GT Discrimination. Alors pour cette première partie, j'ai mes camarades Jeanne et Adil qui vont, grâce à cette présentation en première partie, vous parler de ce que nous avons fait dans le cadre de notre campagne sur les discriminations. Vous avez vu précédemment une petite vidéo d'Amnesty qui a été produite il y a quelques années pour la campagne sur la crise migratoire. Elle s'intitule « L'humanité en un regard ». Ouvrir les yeux, c'est la rencontrer. Elle a pour but de déconstruire les préjugés et les stéréotypes que nous pouvons avoir sur les migrants en confrontant des personnes en Belgique et des migrants. Donc le principe est simple en fait, c'est que les personnes se regardent pendant quelques minutes et après elles s'échangent leurs ressentis et comme vous pouvez le voir, c'est assez émouvant et c'est incroyable toutes les informations qu'on peut avoir juste en un regard. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Je sais qu'on avait choisi cette vidéo, nous, dans notre GT, parce que c'était un prisme d'entrée vers le sujet des discriminations. Ça nous permet d'aborder le sujet sans trop le faire de manière un peu cash, parce que c'est d'avoir touché les préjugés qui sont à la base des discriminations. Et c'était une manière pour nous d'introduire le sujet. C'est une expérience sociale qu'on aimerait faire à l'ULB. On verra si on pourra le faire au prochain cadre. Et moi, je rajouterais qu'en fait, ce qui est hyper intéressant dans cette vidéo, dans cette expérience sociale, c'est le fait d'utiliser le regard. C'est-à-dire pas de parole, voilà, on ne se parle pas, on se regarde tout simplement dans le silence. Et c'est à partir de ça qu'une relation peut commencer. Et donc, c'est vrai que ça déconstruit les préjugés, ça déconstruit les stéréotypes, mais surtout, en fait, c'est vide. C'est juste deux humains qui se regardent. Du coup, voilà notre ressenti par rapport à la vidéo. On espérera vraiment qu'on pourra refaire cette expérience au deuxième quadrimestre. Maintenant, on va vous présenter un peu ce que nous avons fait pendant notre semaine de campagne qui s'est déroulée plus ou moins vers octobre, si je ne me trompe pas, je pense. Oui, c'est un truc comme ça. Pendant le confinement. Ouais. Ça, c'est sûr. Voilà. Du coup, on va vous reposer les questions que nous avons posées pendant notre campagne et voir ce que vous en pensez, comment vous réagissez à ça. Et nous avons également Nathan qui est ici aussi pour répondre à la question, pour rajouter un peu de tchatch. Voilà. Alors, première question, avez-vous déjà subi une forme de discrimination? Moi, je peux commencer. Vas-y, je t'en prie. Enfin, justement, parce que je pense dire que j'ai pas vraiment subi de vraie forme de discrimination qui était tournée vers moi directement. J'ai cette chance-là. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui subissent des vraies discriminations tous les jours et tout ça. Si je peux citer un exemple, par contre, ça serait quand même des formes de sexisme, des choses sur mes tenues et tout ça. Et ça, c'est déjà pas mal en fait. Ouais, j'ai un peu déjà subi de la un peu- discrimination. Ouais.
surtout encore à cette époque, c'est encore assez dramatique en fait, d'avoir encore des remarques sur comment on s'habille, alors que voilà, c'est des choix personnels et il n'y a pas à discuter quoi. Dis, je sais pas si Moi j'ai déjà subi des discriminations. Après, la plus récente et peut-être la plus marquante pour moi, c'était quand j'étais en secondaire. J'étais dans une école que je ne citerai pas. Et on va pas se mentir, j'étais le seul arabe. J'étais le seul, pour eux, bougnoul de la classe. Et bougnoul, c'est raciste, il faut le savoir. On ne peut pas dire ça. Et voilà, moi j'avais bien suivi mon cursus jusque-là, tout allait bien, j'étais à la 3e secondaire, il y avait des bons points, etc. Faut savoir, c'est une école élitiste. Et à un moment donné, je commençais à avoir mes propres petits soucis, voilà, que chaque être humain peut avoir dans sa vie à un moment donné. Et l'école avait clairement rien à faire. Pourtant, je connaissais plein d'élèves à qui c'était « Oh, désolé pour toi, mais si tu veux, tu peux partir ailleurs, si tu veux, tu peux faire un petit congé, enfin, des trucs, enfin, si tu veux, ne fais pas le compte. » Moi, c'était nada, on s'en foutait complètement. Et puis à un moment donné, voilà, je me posais la question, est-ce que je restais dans cette école, est-ce que je partais, etc. Et puis j'ai voulu rester parce que c'était mes potes, tout ça, je voulais bien tout ça. Mais même eux, j'espère qu'ils me regardent, même eux, j'avais l'impression que, en fait, ce système où on est une école de blancs, une école de cathos, et c'est comme ça, et toi, t'es un peu l'étranger de ce groupe, de cette classe, pour eux, c'était normal. Et du coup, à chaque fois que j'avais ce côté où j'avais envie de putain, les gars, c'est pas normal, ça, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on dise à cette prof qu'elle ne peut pas me dire toi, tu vas être médecin, toi, tu vas être bois, c'est pas normal, on ne peut pas dire ce genre de choses. Et non, en fait, il n'y avait aucune réaction. Et puis à un moment donné, j'ai raté quelques examens parce que j'avais des soucis. Et encore une fois, compliqué. Pourtant, j'avais d'autres élèves, je les connaissais, et eux, ils avaient réussi. Avec les mêmes erreurs. Et eux, ils vont toujours, et cette école va toujours te dire mais non, c'est pas vrai, c'est parce que cet élève a des difficultés. Non, je n'ai pas de difficultés, j'en ai jamais eu. C'est juste là, à ce moment-là. Donc il y a toujours ce côté, on ne peut jamais dire eux, ils ont été racistes. C'est très compliqué parce que c'est dans les mots. C'est invisible, c'est presque invisible. Et donc, c'est quand tu as tout ce processus, quand tu te remets, tu te dis putain, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Et en fait, j'ai clairement subi que des discriminations de cette école. Voilà, c'est une anecdote. Là, je suis parti. Je ne voulais pas rester là-bas. Ils sont malades, ceux-là. Nathan, est-ce que tu as une petite anecdote pour nous? Oui, tout à fait. J'ai subi de la discrimination très tôt, puisqu'il faut savoir que vers mes 5 ans, j'ai décidé, les enfants à cet âge-là commencent à choisir un peu des sports. Moi, j'ai choisi de faire de la danse. Alors, au début, on a dit, enfin, j'ai entendu jusqu'à encore maintenant, parce que j'en pratique toujours, on m'a dit oui, mais bon, la danse, c'est pour les filles. Donc là, bon, ça pouvait encore passer, ou alors très tôt, à l'âge de mes 6 ans, on m'a dit mais la danse c'est pour les PD. Alors c'est des assimilations assez rapides sur la pratique du sport. Tout à l'heure Elisa nous parlait notamment des discriminations qu'il y avait dans le monde du jazz, de la musique, parce que elle, c'était l'effet inverse, c'était tiens, une femme qui fait du jazz et en plus du saxophone, c'était pas pour certaines personnes entre guillemets normal, et moi faire de la danse c'était pas normal. Et je remercie d'ailleurs, je pense qu'elle m'écoute, ma maman, qui m'a toujours justement encouragé à toujours valider tous mes choix. Donc elle m'a toujours dit, mais attends, si tu apprécies faire de la danse, vas-y, fonce, continue. Et je me souviens que même dans ma famille ou dans mon entourage, dans mes amis, c'était ah mais tu vas en faire un PD. Parce qu'il y avait vraiment cette assimilation entre danse, homosexualité, féminité, etc. Donc voilà, et maintenant je suis très fier et j'espère que je vais pouvoir avec ce message dire aux filles et aux garçons, quels que soient vos choix en matière de loisirs, de sport, de métier, etc., faites comme bon vous semble. N'écoutez pas ce qu'on va dire de vous, surtout pas. Et maintenant, moi j'apprécie énormément faire de la danse, ça m'a épanoui, ça me permet aussi d'avoir une certaine condition physique, ça m'a permis également aussi de beaucoup voyager grâce à la danse. Et je ne regrette en aucun cas le choix, mais c'est aussi parce que j'ai eu le soutien de ma maman du coup, et de plein d'autres personnes par après qui m'ont dit mais c'est génial de voir un homme qui danse, mais j'aimerais que cette réflexion n'existe plus. Ce n'est pas génial qu'un homme qui danse, c'est génial que tout le monde danse. En plus la danse, on le voit, elle permet de libérer plein de choses et de communication
entre beaucoup de personnes. Donc voilà, c'était ma petite forme de discrimination aussi. Il y en a eu d'autres, mais celle-là, c'était la plus marquante. D'accord. On va passer à la prochaine question. Pour vous, quelles sont les formes de discrimination les plus courantes? Moi, je dirais. Parce que, après, c'est différent de comment on regarde les choses. Est-ce qu'on les regarde par rapport à notre réseau familial, notre réseau amical ou le réseau carrément dans lequel on vit? Moi, je dirais, par rapport à mes expériences des écoles, le premier, c'est religion, et ensuite ethnique. Ça, pour moi, c'est clairement, c'est d'office, il y a ça. Ensuite, quand on regarde au niveau de la société, on a les femmes, on a les préjugés sur les migrants, sur les noirs, sur les homosexuels. Enfin, en vrai, il y a plein de formes différentes, mais il y en a des fois qui sont très récurrentes comme ça. Et ça, c'est les femmes, les noirs, les femmes, les noirs, les réfugiés. Je pense que répondre à cette question, c'est aussi juste voir lesquels sont les plus médiatisés à un moment. C'est trop bien qu'il y ait des discriminations qui soient mises en lumière. Et en fait, on se rend compte que juste dans 10 ans, peut-être qu'il y aura d'autres formes de discrimination qu'on a tellement intégrées nous qu'on n'en a absolument pas conscience en fait maintenant. Et donc, bien sûr, comme elle le dit, il y en a qui sont récurrentes et et c'est trop bien, il y a plein de luttes pour que celles-là disparaissent, mais il y en a des nouvelles qui apparaissent, et des discriminations, des préjugés qui sont mis en lumière au fur et à mesure. Et comme je disais, je suis sûre que dans 10 ans, on va se rendre compte que notre société de maintenant, elle est criblée de discrimination dont on n'a même pas conscience encore. Oui, comme tu l'as dit, nous vivons dans un monde de discrimination. Je pense qu'en tout cas pour les formes qu'on reconnaît de plus en plus maintenant, c'est quand même bon. Les femmes sont aussi bien dans le monde professionnel qu'ailleurs. On discrimine beaucoup puisqu'il n'y a pas encore cette fameuse égalité entre les sexes. Ensuite, l'origine, l'origine quelle qu'elle soit. Et en fait, finalement, les discriminations, quand elles ne sont pas dues à notre origine, c'est tous nos choix en fait. Souvent, nos choix sont discriminés parce que j'ai décidé de faire ça. Comme on sort un peu du cadre parfois, et il ne faut pas toujours nécessairement sortir du cadre, mais dès qu'on fait un choix qui ne plaît pas, on a une forme de discrimination quelconque. Et elles sont au quotidien, c'est très insidieux parce que maintenant c'est même rentré dans les mœurs. On ne se rend pas toujours compte. Et moi le premier, parfois je fais des formes de discrimination sans m'en rendre compte. Et justement, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi des gens qui parfois mettent le halte là en disant ça c'est une forme de discrimination. Et après, tout à chacun à prendre son courage à deux mains et à se dire voilà, moi je veux réagir en fonction d'eux et de ne plus la faire. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette optique de vouloir changer les choses et de vouloir ne plus vivre dans ce monde de discrimination qui est le nôtre. Très bien. Jeanne, est-ce que tu voudrais nous parler des résultats que nous avons obtenus pendant notre semaine de campagne? Oui, parce que pendant notre semaine de campagne, on a fait ce workshop où on parlait entre nous de la définition des discriminations, mais aussi on voulait savoir ce que vous en pensiez. Donc on a publié un quiz avec des questions pour en apprendre un peu plus sur des définitions liées à la discrimination. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tant de réponses que ça, alors ça peut être lié à plein de facteurs. Mais on s'est dit que peut-être aussi la discrimination, ça reste un sujet qui n'est pas facile à aborder, parce qu'on a tous été touchés par la discrimination, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'en plus, comme tu le disais, parfois on est acteur de cette discrimination. Donc on a honte de répondre à des questions sur le fait qu'en effet on se rend compte que parfois on est plein de préjugés et qu'on agit comme tel. Et du coup, ce sondage, on a quand même eu pas mal de réponses et tout ça, et c'était intéressant de voir les réponses de tout le monde, mais aussi ça nous a fait nous rendre compte que la discrimination, ça reste un sujet difficile à aborder. Et moi, j'irais même plus loin. Je pense que pour certaines formes de discrimination, il y a tout simplement une banalisation. C'est-à-dire que c'est normal que tu cries boum. Je te jure, les gens ne comprennent même pas que ça ne va pas, mais c'est normal. Ou alors, tu es dans la cantine, et ah tiens, je mange du porc, ah tiens, je bois de l'alcool, ou un truc tout bête, mais t'es musulman toi? Qu'est-ce que tu fous? C'est des trucs tout bêtes. Ou un type qui marche dans la rue, tiens, je sais pas, il porte des trucs roses, un peu un peu fifi, alors que le rose ce n'est pas égal que fi.
bah, tu vas avoir quelqu'un qui va faire un commentaire et dire ok, il n'y a pas de truc rose, ça doit être un PD d'office. Alors que, je sais pas, je pense qu'il y a ce côté où c'est normal dans la société de s'exprimer librement. Et je pense que le pire pays pour ça, c'est les États-Unis, où là c'est un gogo. Là, tu y vas, tu dis tout ce que tu veux. De toute façon, tu as un président qui accepte tout ça. Peut-être plus pour longtemps, mais en tout cas, ce qui a été fait est fait. Et je pense que ça va prendre du temps pour reconstruire tout ça. Mais voilà. Nathan, je ne sais pas si tu voudrais réagir. Non, mais pour réagir à Adil, c'est aussi en fonction des choix individuels, hein, comme on l'a dit. Si cette personne en question a décidé de porter des vêtements plus colorés, ben voilà, c'est son choix, c'est sa décision. Et pourquoi alors devoir discriminer? Parce que je pense que si la discrimination, c'est quelque chose qui, pour celui qui discrimine, c'est aussi, je pense, une preuve qu'il se sent inférieur à l'autre qui discrimine. Puisque on discrimine jamais quelqu'un qui est, entre guillemets, inférieur à nous. C'est que la personne qui va discriminer va sentir que la personne a peut-être sa patte, sa marque, qu'il s'identifie face à la société, et ça le gêne en fait, parce que lui est conforme à la masse, à la société. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être une des clés, mais c'est un sujet particulièrement complexe, et donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution, à part que chacun prenne conscience que le monde est fait de pluralité, et qu'en l'acceptant, on va accepter tout le monde. Et dans nos réseaux, communiquer sur ça, dire voilà, non, pourquoi est-ce que. Enfin, on peut aussi pas que parler de l'alcool, des drogues et tout ça, ou de la fête, enfin, des drogues, j'ai du mal, mais dans le sens, voilà, dans notre petit réseau, on peut discuter, on peut parler, et peut-être, juste à partir de ça, certaines mentalités vont changer. Eh ben, merci beaucoup pour vos ressentis par rapport aux discriminations. Je vous propose de vous retrouver dans quelques minutes pour parler de notre deuxième partie de notre présentation. Rebonjour à tous. Alors vous voyez, on a changé de composition d'équipe. Nous accueillons Mélissa pour cette deuxième partie où nous allons vous présenter des œuvres cinématographiques que nous avons estimées intéressantes à vous montrer et qui parlent de diverses formes de discrimination, certaines qui sont très médiatisées comme le sexisme, l'homophobie, le racisme tout simplement, et d'autres un peu moins. Je vais laisser Mélissa vous présenter le premier film. Oui, voilà, le premier film, c'est Les Figures de l'ombre. C'est un film qui est sorti en 2017. En fait, ça parle de 3 scientifiques afro-américaines qui travaillent à la NASA lors de la ségrégation raciale aux États-Unis. Ce qui est intéressant dans ce film, déjà la discrimination de la couleur de la peau lors de la ségrégation. Et deuxièmement, c'est aussi la différence de genre entre hommes et femmes. Et donc, en fait, dans ce film, vous pouvez voir la lutte de ces différentes femmes scientifiques afro-américaines, qui essaient de combattre en fait cette lutte de la couleur de la peau, mais aussi de la place de la femme en tant qu'une employée dans la NASA. Donc je vous laisse regarder l'extrait là tout de suite. Ok, donc voici, ça c'était l'extrait pour le premier film, donc Les Figures de l'ombre. Alors pour ma part, je vais vous présenter le film Scandale. C'est un film dramatique américain qui a été réalisé en 2019 sur des faits réels, sur base des accusations d'harcèlement qu'ont fait des employés par rapport à Roger Ailes, le cofondateur de Fox News. Alors je tenais à montrer ce film, enfin montrer l'extrait, parce que je trouve intéressant de montrer l'harcèlement sexuel qu'il peut y avoir dans le monde journalistique. Et je trouve que c'est un aspect qu'on ne parle pas souvent, clairement, parce que c'est très mal vu de parler de ça, alors que c'est normalement de là qu'on tire des informations. Donc de se dire que les personnes qui nous présentent ces informations en réalité sont victimes d'harcèlement pour pouvoir présenter justement un JT, présenter la météo, présenter une interview importante, et que si elles ne le font pas, elles sont rétrogradées entre guillemets à des émissions de faible de faible audience, merci, ou qui ne sont pas de grands intérêts. Donc je vous laisse regarder l'extrait et on passera à la suite après. Voilà, nous revoici avec le troisième film qui est Hors Norme, qui est une comédie dramatique française, voilà, qui a été réalisée par le réalisateur du film Les Intouchables, que vous l'avez sûrement vu, voilà, c'est une classique française. En fait, ce film parle de 2 responsables d'associations
qui œuvre à aider en fait des enfants et des adolescents autistes d'un côté, et de l'autre côté en fait ils aident des adolescents qui sont dans un milieu très difficile et ils aident en fait à leur éduquer, à avoir un emploi. Et donc dans ce film on voit vraiment l'union de ces deux mondes différents s'unir. Cependant, dans un moment de film que je vous conseille vivement à regarder, c'est qu'on voit une inspection, donner une inspection générale des affaires sociales, car selon eux, il y a des employés non diplômés, donc ce sont les petits jeunes qui ne sont pas diplômés, qui ont même des quartiers très difficiles. Pour en savoir plus, je vous laisse regarder premièrement le trailer, et, et deuxièmement de regarder le film en entier si vous n'avez rien à faire pendant le blocus, pendant vos pauses, voilà. Let's go. Alors voilà, ça c'était l'extrait pour le film Hors Norme. Alors le prochain extrait est d'une série qui s'appelle Pause, et en fait qui parle de la ville de New York dans les années 1980, et plus précisément de tout ce qui est au niveau de la culture, des cuirs et de l'underground, donc c'est-à-dire des gens qui sont, on va dire, en dehors de la marge, et plus spécialement des balls culture. Et en fait ce sont des compétitions entre maisons de personnes en fait, qui défilent et qui à la fin gagnent un trophée. Et donc on suit l'histoire d'une des personnes qui habitent dans ces maisons, qui sont en réalité des systèmes communautaires qui permettent justement à ces gens qui sont hors de la norme et tout ça, de se retrouver et d'être avec des gens qui les comprennent, qui les respectent. Donc pour ce faire, je vais demander à Jeanne de vous dire précisément pourquoi est-ce qu'on vous propose aujourd'hui. On a juste choisi cette série parce qu'elle permet d'aborder beaucoup de sujets, dont ce que Donna a dit à propos de personnes qui veulent être ce qu'elles sont, ce qu'elles se sentent être, et qui sont pas du tout acceptées dans des milieux, et qui vont donc dans la ball culture pour vraiment exprimer ce qu'ils veulent. Et en plus, en parallèle de cette histoire, il y a le fond du sida qui est derrière, et qui est une forme de discrimination qu'on aborde un peu plus maintenant, très peu pendant cette période. Et c'est un sujet dramatique, c'est une forme de discrimination qui fait que des personnes malades sont condamnées, une, à être vraiment très malades et parfois en mourir, et deux, à le faire dans un secret et dans la honte assez, puisque cette maladie elle était très associée à certaines communautés, et c'était donc directement être catégorisé, et donc c'était vraiment la double condamnation à cette époque. Et donc Pause, c'est le parfait prisme pour parler à la fois des communautés queer et de maladies qui font sujet de discrimination. Je vous propose de regarder l'extrait juste maintenant. Du coup, je vais vous présenter le 5e film qu'on a choisi. Ça s'appelle Papicha. C'est l'histoire de jeunes filles, jeunes femmes algériennes et qui sont au lycée. Donc pour l'instant, histoire assez banale, mais en fait, c'est encore en arrière-plan de la discrimination qui a lieu dans le pays. En effet, on voit comment des actes discriminatoires qui peuvent paraître assez insignifiants au début, puisque ça les empêche finalement de faire que quelques petites actions, se transforment en une discrimination quotidienne qui leur empêche vraiment d'accéder à tous leurs rêves et leur avenir. Et en fait, on voit aussi que c'est l'escalade de la discrimination, dans le sens où elles essayent de se battre contre celle-là, et en fait en retour elles ont de la violence, et la réponse c'est la violence, et du coup c'est assez intéressant de voir, de regarder ce film, de voir comment dans un environnement qui paraît plutôt normal, les discriminations elles sont présentes, et elles sont de plus en plus présentes pour des jeunes femmes qui ont juste envie d'être stylistes dans ce cas-là. Et donc voilà, ceci était notre petite présentation d'œuvres cinématographiques. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres qui parlent de discrimination. Ça, c'est juste notre sélection personnelle, parce qu'on a estimé que ces films-là étaient intéressants à vous montrer, que peut-être vous ne les connaissiez pas, ou alors que vous avez peut-être vu la bande-annonce justement, mais que vous n'avez pas fait le pas de vous regarder. Du coup voilà, là c'est la bonne occasion de regarder, bien sûr après le live, franchement c'est live,
et vous regardez ça ce soir, demain, pendant votre blocus. Enfin, voilà. Je vous invite dans quelques minutes à assister à notre dernière partie qui sera présentée par moi, Mélissa et Adil, que vous avez déjà vu dans la première partie, sur les événements lors de notre décennie qui ont permis de lutter contre ces discriminations. Alors, bonjour. Donc, voilà, nous avons Adil qui est de nouveau parmi nous. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons vous parler de certains événements qui se sont déroulés tout simplement lors de la décennie qui vient de s'écouler. Je vais laisser Adil présenter le premier mouvement qu'on a choisi, le mouvement Black Lives Matter qu'on a entendu et qui est qui a pris vraiment son ampleur à partir de la mort de George Floyd. Alors justement, ce mouvement BLM, de Black Lives Matter, c'est donc le hashtag. En fait, le hashtag, il existe depuis 2013, ça c'est important. Et donc c'est l'influence dans la défense des droits civiques. Et c'est Alicia Garza, une activiste noire, qui est à l'origine de ce slogan, de ce hashtag. En fait, le 13 juillet 2013, cette activiste va écrire un billet d'humeur suite à l'acquittement de George Zimmerman, en fait, qui a été soupçonné d'avoir tué Trayvon Martin. Ça, vous vous souvenez, c'est aux États-Unis, il faut revenir dans ce contexte-là. Donc, c'est un Afro-Américain de 17 ans, donc c'est un jeune, c'est trash. Et elle écrit « Personne noire, je vous aime, je nous aime, nos vies comptent ». Une autre femme, Patrice Coulors, lui répond « Black Lives Matter ». Et donc, les vies noires comptent. Le mouvement, il est lancé à partir de ça. Et en fait, oui, voilà, et donc ça a engendré en fait, suite à la mort de George Floyd, que vous l'avez sûrement très vu sur les réseaux sociaux et qu'on lui fait un RIP qui reste en paix. En fait, ce qui est intéressant dans ce truc, c'est que chaque victime de peau noire, je veux dire, sont morts à cause des interventions policières. Et c'est vraiment, moi je trouve que c'est immonde, en fait, c'est inhumain. Et même là, il n'y a pas si longtemps, je pense que vous avez sûrement vu à Paris, le producteur de musique, ouf qu'il a sa caméra et qui s'est innocenté, mais moi je trouve que c'est, je sais pas, c'est contraire à la violation premièrement des droits humains, mais aussi contraire à l'être humain lui-même, parce que c'est aussi une chair, il a 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, une tête, il a aussi un cerveau comme nous. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui devrait vraiment aller. On est au XXIe siècle et on a encore ce genre de problème. Je pense qu'il faudrait se remettre en question d'abord à lui-même en disant est-ce que je suis raciste, et deuxièmement intervenir lorsqu'il y a ce genre de problème. Voilà, ça je pense que c'est l'avis de tous que nous avons. Voilà. Et justement, en fait, ce BLM, c'est un appel à la manifestation pour une justice et une égalité, donc plus de justice et plus d'égalité envers les violences des minorités, parce qu'on parle souvent des Noirs, mais il y a aussi des violences envers d'autres groupes, d'autres catégories. Après, moi j'aime pas utiliser ce mot catégorie ou groupe, parce que, dans le monde idéal, on serait tous pareil, on serait tous êtres humains, je veux dire, on va tous aux toilettes, on va tous faire pipi, des bases, des trucs de base, mais on le fait tous. Mais on aime toujours ce côté, moi je suis un peu plus supérieur, moi je suis en bas, faire des trucs comme ça. Mais justement, depuis la mort de George Floyd, moi j'ai vraiment remarqué que là, il y a un ras-le-bol. Là, on en a marre. Ouais. George Floyd, pendant 7-8 minutes, il était là, couché, avec ce policier qui lui, sur son cou, on a vu les images, c'était horrible, le policier, ça n'arrêtait pas, il savait très bien ce qui allait lui arriver. Bon, ce qui lui est arrivé, c'est pas grand-chose, c'est juste payer, ça c'est la justice américaine, tu payes, tu t'en sors, et puis le syndicat des policiers aussi. Mais là, il y a quand même eu ce ras-le-bol, tant au niveau des États-Unis qu'au niveau européen, mondial. On a vu des manifestations ici à Bruxelles, il y en a eu récemment, il y a eu plus de 10 000 personnes qui se sont rassemblées devant le palais de justice. C'était donc une foule pour rendre hommage à George Floyd, mais aussi pour dire stop, on arrête avec ces violences policières qui se basent juste sur l'ethnie. Après, on pourrait lier ça au terrorisme, on pourrait lier ça, parce que des fois on dit les Noirs sont associés à des dealers de drogue ou à plus de criminalité, un taux plus grand de criminalité, alors que la
réalité, elle n'est pas là. Enfin, Barack Obama était président, enfin, je veux dire, c'était un blague, il n'était pas dealer de drogue, enfin, je veux dire, il y a d'autres, voilà, bref. Et je voudrais juste parler de 3 personnes qui sont ici en Belgique, et c'était des noms qui ont été revendiqués pendant cette manifestation. Semira Adamou, qui était une jeune demandeuse d'asile nigérienne, qui est morte étouffée lors d'une tentative d'expulsion du territoire belge. Donc ça date de 1998. Il y a aussi Moïse Bangoura, qui est décédé en 2018 à Roulers, à la suite d'une intervention de la police pour l'expulser de son domicile, 2 expulsions, et Adil qui est mort, c'est pas moi, qui est mort il y a quelques semaines seulement à Anderlecht, renversé par une voiture de police. Voilà, je pense qu'on en a assez parlé, on est tous au courant de ce mouvement Black Lives Matter et qu'on continuera bien sûr à lutter, ok j'oublie mes mots, à lutter contre ce mouvement, enfin pour ce mouvement plutôt. Voilà, je pense qu'on peut passer au deuxième mouvement qui est vraiment à l'opposé, enfin, opposé dans le sens, c'est quelque chose de récent et pas récent aussi. C'est la Convention d'Istanbul, mais en Turquie. Donc en fait, comme vous savez, la Convention d'Istanbul, c'est la Pologne. Ok, désolé, voilà, on y arrive, c'est la Pologne, oui, voilà. Alors, on savait très bien qu'en octobre, en Pologne, il y a eu une grosse manifestation, on va y arriver, ok. Mais c'est quand même quelque chose de différent, voilà. Et donc, en fait, la Constitution belge, donc le système constitutionnel belge, veut introduire une législation contre l'avortement en cas de malformation grave ou mortelle du fœtus. Et donc, ça ne sera plus autorisé. Et donc, c'est l'article 2 de la Constitution polonaise. Contre cette décision, beaucoup de femmes se sont rassemblées pour créer un mouvement appelé, désolé pour la prononciation, Strajkobiet ou Pieklobiet, ça veut dire la grève des femmes ou l'enfer des femmes. Tu vas très bien le dire. Ouais. Oh, super, ouais, ok, bon voilà, je vais très bien faire le polonais alors. Et donc en fait, moi, je vais juste donner mon avis sur ce sujet-là, c'est que chaque femme est propriétaire de son propre corps et elles peuvent décider de ce qu'elles veulent faire. Elles veulent avorter, allez-y. Il y a une malformation, allez-y, avorter. Enfin, vous voulez faire un piercing, allez-y. Personne ne peut vous en empêcher. Voilà, ça c'est mon point de vue. Je voudrais savoir votre avis aussi. Moi, je remettrai juste dans le contexte. Donc, il y a 2 ans, il y a eu donc Andrzej Duda qui a donc pris le pouvoir en Pologne. Il a été réélu en 2020. Donc, ça s'appelle Droit et Justice. Hein, son parti PiS. Donc, il y a eu, donc, ça on ne peut pas le nier, un fort recul au niveau des droits humains, de l'état de droit, comme tu viens d'en parler, envers les femmes, mais aussi envers les LGBTQI+. Mais la Commission européenne, tout récemment, a appliqué l'article 7. Alors en fait, l'article 7, on ne va pas faire un cours ici, mais c'est clairement pour mettre en lumière les manquements aux droits humains et à l'état de droit. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, il y a aussi le projet économique là, qui doit être voté au Parlement à l'Union européenne. Et en fait, si la Pologne et la Hongrie ne respectent pas les droits humains et ne respectent pas l'état de droit, ils ne pourront plus avoir un vote au Conseil de l'Union européenne. Donc c'est vraiment un nouveau pas que l'Union européenne prend, tant mieux, puisque c'est un peu son objectif, c'est aussi de maintenir un état de droit et les droits humains. Je pense que voilà, on vit tous dans le même continent, on devrait tous avoir les mêmes droits. Maintenant, c'est pas toujours fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et par rapport à mon avis, je pense que voilà, c'est le populisme. Je pense qu'il est en train de monter un peu partout, ici aussi, il monte. Et moi, je pense que le populisme va gagner et puis va perdre. C'est toujours comme ça. La haine gagne et perd. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir des victimes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que vraiment, pour moi, le message est clair, c'est l'Union européenne qui doit agir. C'est vraiment elle qui a tout le pouvoir. Nous, on peut parler, on peut dire des choses, mais c'est elle qui a le pouvoir. C'est aussi la dite article que tu as cité, a dit l'article 7, c'est en cas de violation ou d'un manquement de respect des différents droits de l'homme ou des différentes législations européennes. Ce sont les institutions européennes en fait qui agissent
Et j'espère qu'ils vont agir pour dire stop à un certain moment. Donc voilà. On fait le prochain, d'accord, voilà. Donc je reviens sur ce que j'avais dit il y a quelques minutes. La Convention d'Istanbul, qui a été bien sûr ratifiée et adoptée en Turquie. Cependant, la Turquie est le premier pays à ratifier et à signer cette convention en 2012. Cependant, en 2020, il a décidé du jour au lendemain de retirer cette convention parce qu'il y a une inégalité de genre. Et donc la Convention d'Istanbul, elle consiste en quoi? C'est une convention qui lutte contre les violences à l'égard des femmes et des jeunes filles. Et le problème, en fait, c'est qu'en Turquie, maintenant, dès ce mois-ci, dès le mois de décembre, il y a déjà eu 20 féminicides. Alors qu'en Belgique, c'est 20 féminicides par an. Bon, je ne dis pas que c'est quelque chose de très peu, je suis totalement contre le féminicide. Qu'est-ce que c'est le féminicide? Le féminicide, c'est on tue une personne parce qu'elle est femme. Il n'y a pas d'autre explication. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet 2020, beaucoup de mouvements des organisations féministes se sont rassemblés avec la crise sanitaire. Et ils ont fait le hashtag Istanbul Yaşatır, c'est un mot en turc, qui en français signifie appliquer la Convention d'Istanbul. Donc voilà, en fait c'est un mouvement qui est très 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 récent, mais qui a duré pendant des décennies. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on est très silencieuse, en tant qu'Europe, en tant que la Belgique aussi, je pense qu'on est très silencieuse pour ces féminicides. Et même en Belgique, je ne sais pas si vous savez, mais le terme de féminicide n'est pas dans la législation, pas dans le code pénal. Ouais. Donc, Pas voilà. encore, peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Et c'est bon, voilà, croisez mes doigts, touchez le bois si vous voulez. Et par rapport à l'Europe aussi, on a entendu Laurent Deutsch parler tout à l'heure de ce scandale, on va dire, entre les eurodéputés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans Oui, donc en fait, il y a des différences entre les différents partis de l'Union européenne, justement sur toutes ces violations en fait, qui peuvent être faites en tant que Covid, et qu'il faudrait vraiment réfléchir au niveau des institutions vraiment pour trouver un moyen de limiter vraiment comment je pourrais dire ça, les cadrages qu'on peut faire, on va dire ça entre guillemets, sur justement les droits humains et notamment sur les féminicides et tout ça en temps de Covid ou par rapport aux personnes âgées. Il faut vraiment trouver une solution pour que les droits soient quand même respectés dans des temps de crise comme celui-ci. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc qu'on pourrait... Parce que, ok, on est conscient, mais il y a cette part où des fois on a quand même une politique assez hypocrite. Très. On va le dire, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais le président Macron a tout récemment négocié un deal avec l'Égypte qui... Enfin voilà, donc c'est le pays on a toujours du mal, je pense, à se dire, oui, c'est le politique qui doit agir, mais le politique doit aussi prendre sa responsabilité. Est-ce que vous défendez les droits humains? Alors si oui, vous devez être... Vous devez être à 100% dedans. C'est pas comme il y a des accords économiques, comme il y a ça, alors allez, on fait des petites négociations et puis on dit c'est pas très grave. Non, il faut être à 100%. Et c'est pour ça que ce projet économique là, ce plan de relance économique de l'Union européenne est pour moi hyper important. Parce que pour une fois, tu n'as pas cet argent si tu ne respectes pas les droits. Point barre. Ouais, non, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Je vous propose de passer au prochain événement. Ouais, ok, c'est le mouvement MeToo. Comme vous le savez, le mouvement MeToo, ça a été créé aux États-Unis, et qui a été fait aussi en France avec le balance ton corps avec le hashtag Twitter. Et donc en fait, ça dit en fait que sur les réseaux sociaux, lorsque vous êtes victime de violation, de harcèlement, n'hésitez pas à le dénoncer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit via des plateformes. Donc voilà, c'est une petite publication que je voudrais vous faire aussi. Si vous vous sentez harcelé, vous vous sentez dans une menace ou que ce soit vos proches, n'hésitez surtout pas à en parler. Si vous ne savez pas comment en parler, je pense que je peux même vous montrer un petit signe en fait. Donc lorsque vous êtes devant votre caméra, parce qu'on est toujours en télétravail, vous faites simplement ce signe-là, mais en parlant normalement. Donc c'est vous levez ma main, vous fermez le pouce et vous faites ça. Ça signifie que je suis victime de violence sexuelle. Et donc, de violence tout court, et donc n'hésitez surtout pas à en parler.
Voilà. Voilà, je pense que vous avez eu un petit aperçu de ce qu'on avait à vous proposer. On sera là si vous avez des questions sur les réseaux, donc par Amnesty ULB, notre page Facebook, ou sur Insta ULB, bien sûr. Voilà, notre partie est finie. Je vous propose de vous retrouver pour le prochain GT qui est sur, qui est sur la campagne de la torture et qui fera un débat là-dessus et sur la peine de mort. Voilà. Merci. Voilà.